Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va retracer ensemble un parcours vraiment fascinant, celui de l'une des relations les plus encadrées et les plus cruciales de notre vie moderne, le contrat de travail. De la toute première poignée de main lors de l'embauche jusqu'au moment de la séparation finale, le droit du travail est là pour dicter les règles du jeu. L'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer cette structure de façon totalement objective. On va décortiquer les protections du quotidien, les obligations de l'employeur et tous ces mécanismes, parfois un peu techniques, qui entrent en scène à la fin de la collaboration. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Notre plan de route est simple, il se divise en 5 grandes phases. D'abord, les droits et libertés au travail. Ensuite, la santé et la formation professionnelle. Et on terminera par les 3 grands scénarios de séparation. La démission, le licenciement et enfin, la rupture conventionnelle. Première étape de notre parcours, et c'est une base absolue, les droits et libertés au travail. Il faut bien comprendre un truc essentiel. Le droit du travail, ça ne s'arrête pas par magie à l'entrée de l'entreprise. La protection de l'individu, elle commence dès l'instant de l'embauche. Alors oui, quand un employeur recrute ou gère une équipe, il est tout à fait normal qu'il fasse des choix, qu'il sélectionne. Mais ces choix doivent rester purement objectifs. La loi est catégorique là-dessus, on ne peut faire aucune discrimination basée sur l'âge, l'identité de genre, l'état de santé, la grossesse, l'origine et même le nom de famille ou les activités syndicales. L'évolution d'une carrière, ça doit reposer sur les compétences, et uniquement sur les compétences. Et ça, c'est une illustration parfaite de ce qu'est le respect de la vie privée, même quand on utilise l'ordinateur de l'entreprise. La règle est d'une précision chirurgicale, car le secret des correspondances s'applique aussi aux emails de bureau. Concrètement, si un message porte la mention « personnel », l'employeur n'a tout simplement pas le droit de l'ouvrir. C'est strict. Par contre, si cette mention n'y est pas, le courrier l'est présumé professionnel, et là, il devient accessible à la direction. C'est une frontière numérique extrêmement bien délimitée. Mais au-delà de la simple vie privée, on touche aussi aux libertés fondamentales, la liberté de pensée, d'expression ou de religion. En fait, on ne laisse pas ses convictions au vestiaire en arrivant le matin. Cela dit, il y a une nuance capitale. L'entreprise peut imposer des restrictions, mais elles doivent être d'une part justifiées par la nature de la tâche et d'autre part proportionnées. Par exemple, obliger le port d'un uniforme ou interdire certains bijoux près d'une machine pour des raisons de sécurité évidentes. C'est un équilibre permanent entre liberté individuelle et contraintes professionnelles. On passe à notre deuxième grand thème, tout aussi vital, la santé et la formation professionnelle. L'employeur a un rôle très actif à jouer ici. Il doit absolument garantir la sécurité de ses équipes. Et aujourd'hui, ça couvre non seulement les risques physiques, les accidents classiques, mais aussi des risques psychosociaux, comme l'épuisement ou le stress. Alors que se passe-t-il si une direction ferme les yeux sur un danger connu? C'est ce qu'on appelle en droit la faute inexcusable. Si un accident arrive et qu'il est prouvé que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître le risque sans rien faire, la sanction est lourde. La victime reçoit une indemnisation beaucoup plus importante et l'entreprise doit rembourser la sécurité sociale. Autant dire que c'est un levier de responsabilisation massif. Maintenant, ce qui saute aux yeux avec ce chiffre de 5 000 €, c'est l'autre facette du rôle de l'employeur, maintenir les compétences à jour. Chaque personne sur le marché du travail possède un compte personnel de formation, le fameux CPF. Ce compte se remplit au fil du temps jusqu'à 5 000 € et même jusqu'à 8 000 € pour les personnes sans qualification. C'est une belle enveloppe, hein. D'ailleurs, petit détail pratique récent mais important, depuis le mois de mai 2024, pour utiliser ces fonds, il faut désormais s'acquitter d'une petite participation forfaitaire de 100 € de sa propre poche. On attaque maintenant la troisième phase de notre parcours, les scénarios de séparation, en commençant par la démission. Alors la règle d'or ici, c'est qu'on ne démissionne pas par accident. La jurisprudence française ne plaisante pas avec ça. La volonté de partir doit être claire, sérieuse et non inéquivoque. Claquer la porte sur un coup de sang après une réunion difficile ou oublier de rentrer de vacances, ça ne vaut pas une démission officielle. La loi impose cette certitude pour éviter qu'un simple malentendu ou un moment d'égarement ne brise une carrière. Surtout que, rappelons-le, démissionner signifie généralement dire adieu aux allocations chômage. Mais attention, il y a quand même une exception légale très spécifique qui a été codifiée récemment, on l'appelle la présomption de démission. Imaginons un abandon de poste, pur et simple. L'employeur doit envoyer une mise en demeure formelle. Si la personne ignore cette lettre et ne reprend pas le travail pendant un délai de 15 jours minimum, alors là, le silence vaut démission aux yeux de la loi. Le décompte très strict de ces 15 jours est vraiment la clé de voûte de cette procédure. Ce qui nous amène logiquement à notre 4e section, les règles du licenciement. Dans ce cas de figure, c'est l'employeur qui décide de rompre le contrat. Et c'est un terrain extrêmement balisé. Pas question de licencier sans un motif réel et sérieux. Il y a une hiérarchie des fautes très claire à respecter. Une faute dite légère, comme un retard isolé, ne suffit absolument pas. Par contre, une faute grave, comme un vol dans l'entreprise, rend la continuité du contrat impossible. Il y a encore pire, la faute lourde, qui implique une véritable intention de nuire, comme un sabotage volontaire. Et bien sûr, on trouve aussi les motifs non fautifs, comme l'inaptitude physique constatée par un médecin, ou les fameux motifs économiques liés à une restructuration. Mais alors, comment tout ça s'articule concrètement dans la vraie vie?
Pour un licenciement individuel, il y a 3 étapes incontournables, presque un rituel. Étape 1, la convocation officielle. Étape 2, l'entretien préalable. C'est le moment crucial où chacun s'explique, un vrai temps d'échange où la personne peut d'ailleurs venir accompagner. Enfin, l'étape 3, si la décision est maintenue, il y a l'envoi de la lettre de licenciement qui doit lister de manière exhaustive les motifs. C'est fait pour garantir à 100% le droit à la défense. Maintenant, si on parle de licenciement économique, touchant plusieurs personnes en même temps, la donne change complètement selon la taille du groupe. Pour les licenciements de 2 à 9 personnes, il faut passer par une consultation des représentants du personnel, le CSE. Mais dès qu'on dépasse la barre des 10 personnes, dans une entreprise de plus de 50 salariés, c'est l'artillerie lourde. L'employeur doit négocier un plan de sauvegarde de l'emploi, le fameux PSE. Ça implique des mesures de reclassement, des formations, et surtout, ça doit être validé directement par l'État. Et une fois que le licenciement est acté, on fait face à la question du préavis. En fait, plus on a été fidèle à l'entreprise, plus ce temps tampon avant de faire ses cartons est long. En dessous de 6 mois d'ancienneté, on regarde ce que disent les conventions collectives. Entre 6 mois et 2 ans, on a droit à un mois minimum pour se retourner. Et au-delà de 2 ans de présence, la loi garantit au moins 2 mois de préavis. C'est un temps précieux pour s'organiser sereinement. Et bien sûr, ça s'ajoute à l'indemnité de licenciement. On arrive enfin à notre 5e et dernière section, la rupture conventionnelle. C'est en fait un scénario hybride, le compromis parfait quand on veut se séparer d'un commun accord tout en sécurisant les droits au chômage et sans qu'il y ait de conflit. Le cœur du système, c'est son calendrier administratif. Il est conçu spécifiquement pour éviter qu'on force la main à qui que ce soit. D'abord, on se met d'accord et on signe une convention avec une indemnité qui ne peut pas être inférieure au minimum légal. Et là, tic-tac, un double chronomètre se lance. 15 jours de rétractation où tout le monde peut changer d'avis librement, puis 15 autres jours pour que l'administration valide et homologue le document. Le contrat prend fin proprement le lendemain de cette validation. Pour clore ce décryptage, prenons un peu de hauteur. Comment notre monde du travail moderne parvient-il à trouver ce point d'équilibre entre la flexibilité dont les entreprises ont absolument besoin et les protections indispensables des salariés ? Depuis la garantie des libertés individuelles, le premier jour, jusqu'au rouage ultra précis d'une séparation, le droit du travail, c'est finalement une immense chorégraphie légale. Chaque délai, chaque procédure est là pour donner un cadre. C'est complexe, c'est vrai, mais c'est le socle qui définit les règles du jeu de notre vie professionnelle. Voilà, merci d'avoir suivi cette exploration au cœur du contrat de travail, un outil aussi fascinant qu'essentiel.